Ah bah je me souviens d'une prof qui nous avait dit bah il y a une étude qui prouve que les étudiants les jeunes de banlieue ont que 600 mots de vocabulaire, un truc comme Ouais, ça, alors que un ado moyen en a genre 1200. ouais, Et en fait, je me posais la question, c'est quoi l'utilité là? Elle s'adressait à des jeunes de banlieue. Et après, et puis moi, après, j'aimais bien les challenger en restant assez poli, mais je lui sors un mot et je lui dis, bah, vous connaissez la définition de ça? Et là, elle cherche, elle trouve pas, et je lui dis la définition, et je lui dis, bah, déjà, j'ai un mot de plus que vous, quoi. Donc, il y avait un truc, ouais, j'étais un peu, Ok, bienvenue dans le nouvel épisode de Artisan de l'Esprit. Aujourd'hui, je reçois Rizlen. C'est une pote à moi, ça fait quelques années qu'on se connaît et elle a un parcours vraiment inspirant. Ce qui est le plus fou, c'est qu'elle s'en rend pas forcément compte. Dans son parcours, on va parler de harcèlement, de son passage de Stein à la fac de Dauphine, des préjugés que les gens peuvent avoir mais qu'on peut aussi avoir sur les gens, de son rapport à l'islam et même de foot avec Arsène Wenger. Et encore, je vous jure que ce que vous allez entendre là, c'est que la partie visible de l'iceberg. En tout cas, j'en dis pas plus. Je vous dis bonne écoute et à tout à l'heure. N'écoute pas les conseils des gens, écoute leur histoire. Artisan de l'esprit, un podcast de moi-même, dont je suis fier. Et sans déroger à la règle, je voulais te poser la question, comment va ton cœur aujourd'hui? c'est marrant parce que je m'y attendais. Ah mince. Mais attention. Parce que il faut pas préparer sa réponse. Pourquoi je pose cette question-là? Parce que ça permet vraiment de se connecter au moment présent par rapport à soi. Donc prends le temps de répondre et dis-moi comment va ton cœur. Bah en fait, j'y ai pensé, mais en fait, je suis obligée de te le dire. J'y ai pensé, mais parce que je suis quelqu'un que j'ai besoin de réflexion en fait à chaque fois pour dire vraiment. C'est une vraie question et je peux pas répondre à côté. Et pour moi, mon cœur il est apaisé parce que j'accepte que parfois il est traversé par des sentiments positifs, comme un peu plus lourds, comme voilà. Ça veut dire qu'il y a pas. Moi, je pensais qu'un cœur apaisé avant, c'était genre toujours être serein et alors qu'en fait, c'est d'accepter que des fois, on puisse être traversé par la tristesse, par la colère, par la frustration et aussi par la joie, l'enthousiasme. Et du coup, maintenant que j'ai cette perspective-là, je me sens vraiment du coup plus apaisée, sans avoir une vie monotone et un peu comme tout le monde, quoi. Je traverse plein de périodes et surtout en plus en ce moment. Ouais. Comment elle est cette période en ce moment? En ce moment, je me lance dans l'entrepreneuriat. Donc du coup, c'est un environnement où on prend des risques, où on s'expose, où on fait vraiment face à l'environnement, face au marché, face à des potentiels clients, et du coup, ouais, c'est risqué en fait. C'est risqué et puis en même temps dans ma vie, j'ai toujours été traversée par des moments de spleen, des moments où j'étais hyper contente, hyper enthousiaste. Donc voilà, en fait, c'est le tout, c'est de continuer à gérer un peu mes variations d'humeur et en même temps d'être forte et de faire face à tous les défis que j'ai envie de soulever. En fait, au tout début, tu dis que justement t'as compris que le fait d'être apaisé, ça passait par avoir plusieurs émotions et être d'accord avec ça. Donc en réalité, ce que t'as appris à faire surtout, c'est accueillir toutes ces émotions. C'est ça qui t'a apaisé, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. C'est de les accueillir, de pas les rejeter. Ouais. Je sais que je me disais tout le temps qu'il fallait que je donne le meilleur de moi-même aux autres et que je sois toujours la Rislaine hyper souriante, hyper enthousiaste, ouais, qui toujours dans la légèreté. Et en fait, non, c'est pas tenable. Et le fait d'accueillir, en fait, du coup, je voulais pas montrer cette image-là face aux autres, mais ça veut dire que j'estimais que certaines émotions étaient bonnes et d'autres étaient mauvaises. Et que du coup, il fallait que j'évite de ressentir certaines émotions. Ouais. Et sauf qu'en fait, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Ça s'imprime dans le corps, ça s'imprime
dans ce qu'on dégage, ça s'imprime dans et donc du coup toutes ces émotions que j'exprimais pas parce que je me disais parce que je me permettais pas de les exprimer parce que j'estimais que bah c'était pas bien d'être en colère, que c'était pas bien d'être frustré, que c'était pas bien d'être triste, que c'était pas bien d'être dans un mood de spleen, bah en fait bah je gardais tout pour moi et des fois je rentrais chez moi, j'étais absolument épuisée. Ouais, je vois. Est-ce que tu peux me raconter ton enfance, s'il te plaît? Parce que j'ai l'impression que ce que tu es en train de me dire là, ça t'a forgé aujourd'hui et ça a été important dans ton enfance. D'être toujours hyper positive et d'être positive, oui, je pense, mais surtout, j'ai perdu le mot. C'est tout à l'heure hors enregistrement, on en parlait. Je te dis ouais, est-ce que t'es une éponge quelque part, tu vois, le fait d'absorber toutes les énergies autour de toi. Ouais. Alors oui, au départ, enfin je pense que je suis de nature à être une éponge, à être très empathique. Et après on m'a appris à faire la distinction entre l'empathie sèche et l'empathie mouillée. Okay. L'empathie sèche, c'est qu'on peut être avec la personne sans forcément absorber ses émotions. Et l'empathie mouillée, c'est comme une éponge. Hein. Ça veut dire qu'on est avec la personne, mais après on est envahi par les émotions de la personne. Et ça, j'ai été comme ça, et parfois j'ai aussi encore tendance à être comme ça face à plein de types. Ça peut être des émotions comme la joie, comme des émotions comme la colère. Et quand j'étais plus jeune, je pense que j'ai toujours été très empathique. Et puis après, mon enfance, elle a été plutôt... Elle a été plutôt heureuse. En tout cas, dans mon cadre familial, c'était une enfance où je m'épanouissais. J'avais de l'écoute de la part de mes parents. Mais par contre, dans le cadre scolaire, c'était pas ouf. Moi, quand j'étais en primaire, j'avais genre pas d'amis, quoi. Ok. J'ai passé une CM1, donc j'avais 8 ans et j'étais harcelée à l'école pendant 1 an. Okay. En fait, à toutes les récrés, on m'insultait et on me mettait de côté, en fait, on me mettait à l'écart. Et ça, je pense que ça m'a beaucoup marqué. Ça m'a déjà beaucoup blessée. J'ai pris conscience de ça quand j'avais 21 ans, parce que moi, je pensais que c'était de ma faute. Okay. En fait, parce que les gens se moquaient de moi parce que j'étais grosse. Ouais. Donc, en fait, on disait Rizlaine la baleine et ils en faisaient presque une chanson. Et moi, je me disais que c'était de ma faute parce que j'avais qu'à être normale et à être comme les autres. Et du coup, pendant longtemps, je me disais que si les autres se moquaient de moi, c'était aussi un peu de ma faute. Et en même temps, j'ai vécu l'expérience du rejet, mais de manière très sévère, parce que enfant, être exclu, et en plus avoir eu c'était des amis qui avaient tourné leur dos. C'est hyper dur en fait de prendre ça aussi jeune. Et en fait, ce qui fait que de vivre ça, je supporte pas de rejeter les autres en fait. Pour moi, c'est un truc et je pense que ça a aussi participé à développer mon empathie, c'est que je vais ressentir les émotions quoi. J'ai vécu ça, donc ça va être facile pour moi de m'identifier aux personnes qui sont rejetées, aux personnes qui sont exclues. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup animée quand j'étais plus jeune. Et du coup, encore une fois, de se dire que quand t'as quelque chose qui est pas comme les autres, ou quelque chose qui est perçu comme une tare, t'es susceptible d'être exclu pour ça. Ouais. Donc du coup, tu fais ton max pour être la meilleure, en fait. Et comment on fait quand on subit ce genre d'épreuve aussi jeune? Est-ce que toi, tu en as parlé à ta famille? Est-ce que t'as surmonté ça toute seule? Est-ce que t'as juste laissé passer? Quand j'étais plus jeune, j'en parlais à mon père, mais en plus de cette année-là, donc du coup j'avais vécu du harcèlement de la part de mes camarades, mais j'avais aussi une prof qui était, je pense, raciste en fait. Ah ouais. Et elle m'interdisait de récré, elle était hyper dure avec moi. Pourquoi? Contrôle non signé, des trucs que j'arrivais pas à comprendre en fait. Je sais pas pourquoi est-ce qu'elle était aussi méchante. Et je sais qu'une fois mon père est intervenu et après, elle a dit devant toute la classe, tu vas en parler à ton papa. Donc, en fait, elle m'humiliait, en fait. Ah ouais. Donc, quand je faisais appel à une aide extérieure, j'étais humiliée par l'aide qu'on aurait pu me donner à l'intérieur de l'école.
En fait, moi, j'avoue, toute la question du harcèlement scolaire, c'est quelque chose qui m'a beaucoup animée à un moment, et surtout quand j'ai pris conscience de l'impact que ça a eu sur ma vie. Voilà, quand je disais, quand j'ai eu 21 ans, j'étais chez un médecin, et en fait, on m'a posé la question, est-ce que dans ta vie, il y a eu des moments où ça a été plutôt compliqué? Et quand j'ai parlé du harcèlement, j'ai littéralement fondu en larmes. Et elle m'a dit, bah, c'est pas de ta faute. Et je crois que c'était la première fois qu'on m'avait dit que c'était pas de ma faute. Et t'as ressenti quoi à ce moment-là? Bah, du soulagement, en fait. Ouais. Vraiment, du soulagement, et puis après, de la colère. Parce que je me dis que... Ouais, parce que je prenais le poids non seulement de la personne harcelée, mais aussi du harceleur, tu vois. Et après, ça m'a beaucoup animée. J'ai voulu organiser des projets autour de ça, donc j'ai aussi un peu creusé. Et après, bon, j'ai 150 000 projets, donc il y en a qui n'ont pas encore vu le jour, mais c'est vraiment un sujet qui me tenait à cœur, en fait. Ouais. En fait, ce qui est le plus fou dans le harcèlement, notamment le harcèlement scolaire, c'est que ça a tellement été banalisé que aujourd'hui, enfin, on se rend compte à quel point c'est pas normal ce genre de choses, et qu'il faut éduquer les enfants à identifier quand il y a un harcèlement, mais surtout à ne pas harceler comme ça gratuitement. Ouais, clairement. Bah, quand je voulais lancer un projet sur le harcèlement scolaire, j'en avais beaucoup parlé à mes neveux et à mes nièces. Et en fait, je leur ai expliqué que c'est un effet de groupe. Ouais, t'es dans un effet de groupe. Les harceleurs, il y en a un, c'est un leader, et puis les autres, c'est des suiveurs. Et ils se disent que si on n'insulte pas la personne, en fait, on est peut-être aussi sujet au rejet. Ouais. Mais j'aime bien illustrer ça par le jeu de la corde. C'est qu'en fait, il y a quelqu'un qui est de l'autre côté, qui est tout seul à tirer, et soit tu cherches à te mettre du côté de celui qui est tout seul, soit tu cherches à te mettre du côté où il y a déjà 3 personnes. Et en fait, quand on est enfant, des fois, on va vers la facilité. On va se dire, je vais tirer, en fait, et je veux que l'autre personne, elle tombe dans la boue, et parce qu'en plus, c'est drôle. Et ouais, l'enfance, il y a aussi moi, j'adore les enfants, je suis fascinée de pédagogie, etc. Et j'aime leur innocence, mais il y a des trucs qui sont effrayants, en fait, chez les gosses. Et parce que aussi, ils perçoivent pas aussi les conséquences que ça peut avoir derrière. Ouais, c'est fou. Donc ça, c'est en primaire. Ouais. Tu vois, ça commence déjà fort, hein, une jeunesse où même si t'es épanoui dans la famille, familièrement, de se retrouver à chaque fois qu'on quitte un petit peu son cocon familial pour juste passer la journée dans un autre lieu, j'imagine avoir ce nœud au ventre et ce poids à chaque fois qu'on va à l'école. À la base, l'école, c'est pas fait pour ça. Et fort heureusement, aujourd'hui, les choses changent. Après ta scolarité, donc après la primaire, comment ça se passe après? Quelle Rislaine tu deviens entre le collège et le lycée? Du coup, en primaire, ouais, j'étais déjà à la base quelqu'un d'assez timide et réservé. Donc ça m'a encore plus renfermée. Et quand je suis arrivée au collège, j'étais hyper timide, j'allais pas facilement vers les gens. Et puis après, j'arrivais à me faire un petit groupe d'amis et j'avais pas spécialement de problème. J'avais de la chance d'avoir des facilités à l'école, donc en fait, ça se passait assez bien. Ouais. Après, bon, j'avais quand même des anecdotes où j'avais des profs racistes, encore une fois, qui nous sortaient des dingueries, en fait. Ouais, du style. Je me souviens d'une prof qui nous avait dit il y a une étude qui prouve que les étudiants, les jeunes de banlieue ont que 600 mots de vocabulaire, un truc comme ça, alors que un ado moyen en a genre 1200. Ouais. Et en fait, je me posais la question, c'est quoi l'utilité là? Elle s'adressait à des jeunes de banlieue. Et après, et puis moi, après, j'aimais bien les challenger en restant assez poli, mais je lui sors un mot et je lui dis, vous connaissez la définition de ça? Et là, elle cherche, elle trouve pas, et je lui dis la définition, et je lui dis, déjà, j'ai un mot de plus que vous, quoi. Donc, il y avait un truc, ouais, j'étais un peu, et ça, c'est quand j'étais à la fin du collège, je commençais un peu à reprendre confiance en moi. J'ai eu la chance d'avoir une grande sœur incroyable qui m'a beaucoup aidée à sortir un peu de mon renfermement et à être un peu plus ouverte et un peu plus affirmée, parce qu'en plus j'ai eu très tôt des idées assez affirmées. Je supporte pas le rejet, l'injustice, et du coup c'est marrant, on dit comme ça, mais c'est quand même ouf
Là, c'est un fait. Je vais en silencier plein d'autres. Ouais. Mais ouais, quand t'es de banlieue, c'est déjà très bien que t'es pas forcément favorisé. En plus, on te dit ouvertement, limite, t'es bête. Enfin, ouais, ça va, quoi. Donc ouais, ça, c'était au collège. Et puis après, au lycée, j'ai commencé à de plus en plus m'affirmer. Et là, et à la fac, là, j'étais beaucoup plus à l'aise avec les gens, en fait. Genre, j'étais même populaire, entre guillemets. Ouais, c'est marrant. Justement, ce passage-là, à la fac, il est super intéressant. On va y arriver. Mais avant ça, je voulais juste savoir, qu'est-ce qui a changé entre la fac et le lycée, justement? Ben, en fait, la transition entre le lycée et la fac a été hyper dure pour moi. D'accord. Parce que là, je dis ça comme ça, mais moi, j'étais du coup dans le 93 et j'ai étudié dans une fac dans le 16e. Et le choc a été hyper dur. Ok. J'ai fait une année blanche, en fait. J'arrivais pas à aller en cours. J'ai fait une phobie scolaire. Ok. Ouais, je portais le voile à ce moment-là. Je savais très bien que c'était un milieu qui était différent du mien. Voilà, moi j'avais l'habitude de voir une statue à la mairie de Stein, et là quand je sortais du métro, je voyais l'Arc de Triomphe. Ouais, j'étais en mode wesh, gros changement là. Ouais. Et puis après, la population c'était pas la même, et j'avais l'impression d'être hyper. En fait, c'est pas juste l'impression, c'est que j'étais hyper regardée. Il y avait des gens qui chuchotaient en me regardant en cours de sciences politiques. Voilà, là tu parles de Dauphine, là t'arrives à Dauphine. Moi là j'arrive à Dauphine, ouais. T'arrives à Dauphine, ouais. Excuse-moi, vas-y, continue. Là du coup, ouais, je suis à Dauphine, et je me sens hyper vulnérable et hyper différente des autres, et puis ouais. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est quelque part, est-ce que c'est pas toi-même qui automatiquement te renferme parce que t'as complètement changé d'environnement? C'est une très bonne question. En fait, et du coup, j'ai beaucoup médité ça. Il y a deux effets. Il y a l'effet où moi, j'arrive dans cette université et j'ai des préjugés aussi sur les personnes qui vont dans cette université. Je me dis, c'est des babtous, c'est des bourges, de toute façon, et j'ai des préjugés sur leurs préjugés. De toute façon, ils vont me voir comme ça, etc. Mais de l'autre côté, il y avait aussi, j'ai une prof clairement qui m'a dit que je la dérangeais. Ouais. Parce que je portais le voile et parce que c'était pas une tenue de la tradition française. Elle me l'a dit texto, hein. Après, je lui ai bien dit que j'étais dans mon droit et que, très bien, mais ça va pas changer mon mode de vie. Mais il y avait aussi des camarades qui, quand on parlait du Front National, clairement, ils me regardaient d'un sourire moqueur et ils chuchotaient entre eux. Et après, voilà, ça je suis restée assez longtemps dans cette fac, donc il s'est passé plein de choses, mais en fait, il y a des deux, il y a souvent des deux. Et moi, ce qui a été difficile, c'est que je me suis dit, j'arrive, je suis une femme, il faut que je montre que je suis une femme de banlieue, que je suis une femme musulmane, et que je suis forte, quoi. Mais en fait, c'est à 17 ans de porter ces deux capes, c'est assez difficile. Ouais. Est-ce que c'est énergivore par rapport aux études, pour vraiment valider tes études? En fait, c'est énergivore. Ça te demande de l'énergie déjà de te dire, d'analyser les regards, de chercher à t'adapter aussi. Et après, comme n'importe quel étudiant qui arrive dans le monde supérieur, c'est d'essayer de comprendre les codes et de voir comment réussir. Mais en fait, après, c'était plus qu'énergivore. Moi, ça devenait anxiogène. Dire que j'avais vraiment de l'anxiété. J'arrivais plus à aller à l'école. Et il y a un moment où j'arrivais à la fac et j'étais en pleurs, en fait. Okay. Parce que ça me renvoyait à mes échecs. Et c'était la deuxième fois que je faisais face à un échec dans le cadre scolaire. Et pour moi, c'était hyper dur parce que je pense que c'était l'un des seuls trucs où je pensais être à l'aise et en sécurité. C'était justement dans le domaine scolaire parce que j'avais des bons résultats. Donc en fait, moi, c'était des giga claques en fait que je m'étais mangé en première année. Et après, j'ai juste arrêté d'y aller. J'ai consulté une psy. Et puis après, j'ai essayé de redoubler l'année. Et en reprenant, j'avais la niaque en fait. Ouais. Toi, t'es quelqu'un qui se remet continuellement en question. Donc en plus, t'es parti voir une psy. Je suppose que t'as profité aussi de l'été pour
pour continuer dans cette réflexion-là et pour te dire non, j'abandonne pas, je continue et puis je redouble d'efforts, c'est ça? En fait, ce qui était compliqué cette année-là, c'est que beaucoup de personnes me disaient, en fait, c'est dans cette fac, il faut que tu restes. Parce que c'est pas facile d'y entrer, voilà, c'est une opportunité de ouf, faut rester. C'est des gens qui étaient dans la fac avec toi ou des gens extérieurs à la fac? Des gens extérieurs à la fac. Donc il y avait ça, tu vois, ce poids-là. Et puis ensuite, ouais, c'est des réflexions. Alors, avec la psy, ça s'est pas bien passé, au final. Ah parce ouais? que, ouais, elle comprenait pas pourquoi je portais le voile, en fait. Ah Et ouais. du coup, moi, quand j'ai compris ça, je me suis dit, parce que elle, sa solution, c'était retirez-le. Sauf que non, c'était pas ça, moi, que j'avais besoin d'entendre, et c'était pas. En fait, cette année-là, pour dire les choses clairement, j'ai fait une dépression. Et je pense que des fois, les dépressions, elles n'arrivent pas juste comme ça. C'est aussi plein d'éléments anciens. Ça se trouve, il y a aussi il y avait des restes de l'harcèlement que j'ai eu quand j'étais en primaire. Donc en fait, c'était un gros nœud. Et moi, je me souviens c'est à ce moment-là que j'ai commencé à écrire mes états d'âme, à écrire mes pensées, parce que j'avais besoin de trouver un sens dans toutes mes pensées qui allaient du coup, dans tous les sens. Et ouais, c'était un gros sac de nœuds. Et quand j'essayais de présenter, et qu'elle monte du doigt pour moi un truc qui était pas un problème, j'ai lâché l'affaire. Ah ouais, ça veut dire qu'à chaque fois, dans les moments les plus éprouvants de ta vie, tu te retrouves à chaque fois à chercher et demander de l'aide et la personne qui est censée te tirer, eh ben, t'enfonce la tête encore un peu plus dans l'eau. Ouais, soit la personne m'enfonce, soit, en tout cas dans ce cas-là, soit me comprend pas. Ouais. Et c'est vrai que c'est Et aussi du coup, elle te comprend pas, mais quelque part, le fait de ne pas comprendre quelqu'un, en soi, c'est pas forcément gênant. Mais la réaction à l'incompréhension, j'ai l'impression que c'est du mépris après. Ouais, il y a une forme de mépris, mais c'est vrai que déjà juste le fait de pas se sentir compris quand on vit une situation qui est délicate, c'est encore une forme de violence. Parce que tu t'ouvres, en fait. Tu vois, tu montes ta plaie. Et la personne, elle la constate même pas, en fait. Elle la regarde à moitié et voilà, et elle te dit, non, mais peut-être que le problème, c'est un truc qui a rien à voir. Donc, ouais, c'était... Et puis après, j'avais beaucoup... Je sais pas, je me suis dit qu'il fallait que je continue. Je me suis dit qu'il fallait continuer. Qu'il fallait revenir. D'ailleurs, cette première année, j'avais une marraine étudiante qui était hyper engagée dans l'associatif. Et je m'étais rendu compte qu'il y avait aucune asso d'étudiants musulmans. Qu'il y avait une asso d'étudiants juifs et une asso d'étudiants chrétiens. Alors, on allait y venir justement. Mais avant parce que voilà, t'as créé une association à la fac, à Dauphine. Mais j'ai une question super importante que j'aimerais te poser avant de continuer dans ça. C'est au moment où tu décides de créer l'association, qu'est-ce qui se passe dans ta tête la veille de la création? Mais en fait, la création de l'association, elle a pris beaucoup de temps. Ok. Mais moi, je pense vraiment le déclic, c'est je ne veux pas que les autres passent par le même chemin que moi. Ok. De se sentir isolé, de se sentir, tu vois, comme si t'avais pas ta place parce que tu vois pas autour de toi des gens qui te ressemblent, des personnes avec qui tu partages pas tous les codes. En fait, je voulais pas que d'autres personnes passent par ça, et puis je comprenais pas pourquoi est-ce que ça n'existait pas. Tu vois, je pense que c'était surtout ça à l'époque. Et moi, le constat aussi moi, la problématique de l'identification, le fait de pouvoir s'identifier aux gens qui sont autour de toi ou dans l'environnement où tu vas. Je sais que avant d'entrer à Dauphine, en fait, je voulais entrer soit à Dauphine, soit à Sciences Po. J'avais hyper peur d'y aller. Vraiment, j'avais beaucoup d'anxiété parce que je me disais, est-ce que là-bas, il y a des gens qui me ressemblent? Tu vois, j'étais terrifiée un peu. T'avais besoin de ce sentiment d'appartenance. Bah ouais, parce que tu sais que tu vas être seule là-bas. Moi, j'étais la seule de mon lycée à être entrée à Dauphine cette année-là. Et du coup, vraiment, moi, c'était pour ma motivation principale, c'était de me dire, je m'en suis prise plein la gueule. Je veux pas que d'autres personnes passent par la même chose.
Ok. Et donc, tu as créé l'association des étudiants musulmans de Dauphine. Ouais. Et ça, c'était en 2012-2013? Ouais, en 2012, je crois. Ouais. Et elle consistait à quoi? Alors, qu'est-ce qu'elle a fait, cette association? Qu'est-ce que tu as fait, toi, en tant que présidente? Alors moi, j'ai été présidente 6 mois, donc finalement... Mais ce que j'ai fait, c'est... déjà, c'était de fédérer autour de ce projet-là, de cette idée. Après, c'était pas non plus trop compliqué, hein, parce qu'il y avait un gros manque, donc il y avait pas mal de gens qui étaient pour la création de cet asso. Beaucoup de belles rencontres aussi. Moi, je pense que j'ai été beaucoup facilitée par Dieu, par l'univers, par voilà tout ce qu'on pourrait mettre derrière, mais il y a eu beaucoup de facilitation. Là, on peut faire des grandes études et pas dire des pour moi la vie. Moi, j'ai dit. Il y a eu beaucoup de facilitation quand même, je trouve. Mais j'ai oublié ta question. Ça m'a perturbé. En gros, qu'est-ce que t'as fait avec cette association-là? Ouais, donc l'association, en fait, l'objectif, c'était de promouvoir les enjeux économiques et sociaux du monde musulman à Dauphine. Okay. Et pourquoi aussi j'en étais arrivée à là? Il y a la question d'isolement, mais il y a aussi, du coup, la première année, c'était à ce moment-là où il y avait les attentats de Charlie Hebdo, et j'étais devenue le point information islam musulman, quoi. Ah ouais. Tout le monde venait me poser des questions, etc. Et moi, voilà, je crois qu'à l'époque, j'avais 18-19 ans. C'est bon, je veux bien creuser, mais je connais pas grand-chose, quoi. Je suis pas imam, je suis pas... Ouais, mais moi, je découvre. Mais moi, j'apprends des trucs, mais moi, je découvre les horreurs qui peuvent être perpétuées par des personnes qui se déclarent comme étant mes co-religionnaires. Donc c'était hyper violent à chaque fois de revenir, et moi et puis toute l'équipe, hein, parce qu'au final on a été 8 à créer l'association. C'était de pouvoir ramener des spécialistes, quoi, de pouvoir problématiser tous les sujets, et qui est un espace aussi pour le monde musulman et pour les musulmans de France. Ok, super. Donc vous avez fait des ateliers, des conférences surtout. Ouais, on a organisé la première conférence qu'on avait organisée, c'était sur le tourisme halal en Malaisie. Okay. Donc aussi montrer tout l'intérêt économique, parce qu'on parle beaucoup d'islam comme un sujet de société, mais il y a aussi voilà, beaucoup d'opportunités économiques derrière le fait que des musulmans aient un pouvoir d'achat de plus en plus intéressant. Enfin, et on a parlé de la Malaisie exprès, parce que l'islam, c'est pas l'Arabie Saoudite, l'islam, c'est pas les Arabes. Et c'était important pour nous de parler de l'Asie du Sud-Est, par exemple, pour essayer de changer le focus des gens quand on parle de monde musulman. Et tout ce genre d'événements que vous avez fait, qu'est-ce que ça a apporté à l'université, à Dauphine? Moi, je pense que ça a apporté une ouverture. Okay. Une ouverture avec des personnes concernées qui amènent des sujets sur l'actualité de pays musulmans. Ça, c'est aussi des opportunités pour les étudiants de découvrir ce qui se passe en Malaisie, de découvrir. On avait fait aussi un événement sur les musulmans en Californie. C'était un documentaire qui s'appelle Californian Muslim. Ouais, et plein de choses en fait. Il y a la finance islamique. Il y avait déjà un diplôme universitaire là-bas, mais du coup, on a fait en sorte que ce soit aussi tourné vers les étudiants, les plus jeunes. Donc ouais, je pense que ça a apporté tout ça. Et puis après, aux étudiants eux-mêmes, moi, ça m'a fait énormément de bien. Après, j'avais une famille là-bas. Et quand je voyais les nouveaux qui arrivaient, qui découvraient la fac avec cette association déjà existante, ce groupe qui les accueille et tout, ça me faisait hyper plaisir de voir que qu'ils étaient à l'aise, en fait. Il y a des personnes qui m'ont clairement dit que ça a contribué au fait qu'ils restent à Dauphine, que ça leur a permis de continuer leurs études, parce que ça leur a donné un soutien moral, psychologique. Il y avait des moments où on était fatigué pendant les partiels et on se boostait. Et puis la spiritualité, c'est aussi ce qu'il y a de très beau derrière. On voit beaucoup la partie dogmatique, qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on doit pas faire, mais ça ouvre les champs, ça donne de l'espoir, ça fait du bien en fait, ça apaise les cœurs. Donc
Ouais, je pense que ça a beaucoup apporté. Super. J'imagine qu'il y avait pas que des musulmans qui venaient finalement, il y avait de tout. Ouais, il y avait de tout. Il y avait des publics même qui étaient même pas de Dauphine. Ouais. Bah oui, parce que même moi, j'avais assisté à une conférence à l'époque. Ouais, tu vois, et ça permet aussi de découvrir Dauphine, de découvrir que ça existe, qu'il y a aussi là-bas des étudiants musulmans. Ouais. C'était aussi un des objectifs que j'avais. C'était du coup que donc moi à l'époque en terminale me dire Dauphine, Sciences Po, les gens là-bas me ressemblent pas. Bah si l'association existait à l'époque, j'aurais pu voir que cette association existait et que ça aurait pas été un problème pour moi de trouver des gens qui me ressemblent. Donc et puis après aux événements, il y avait des musulmans, des non-musulmans. C'était pas toujours facile d'avoir des non-musulmans. Ouais. Mais ça arrivait. Super. Avec du recul, toi, jeune musulmane, étudiante, française, qui arrive dans une fac aussi réputée, qui crée une association de musulmans dans cette fac-là, qu'est-ce que ça a changé chez toi? Bah en fait, ça m'a donné beaucoup plus de confiance. Et je pense que c'est aussi pour ça que ma posture vis-à-vis des gens était différente. Et c'est peut-être pour ça que, quand je dis populaire, c'est que j'existais, les gens me connaissaient. Et en fait, j'ai aussi compris que moi, j'aime bien prendre la parole quand derrière, il y a un objectif social. En fait, quand il y a vraiment un truc qu'il faut bouger. Là, pour moi, j'ai perçu qu'il y avait plein de besoins et je me suis dit, voilà, je vais monter sur scène et je vais dire, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Ça m'a donné un pouvoir de dingue, en fait. Et puis aussi, je pense que j'ai puisé dans ce qui m'est arrivé de douloureux. Et c'est là où ça m'a appris sur la résilience et sur ma capacité à être résiliente et sur ma capacité à tourner la boue en or, en fait. Tu vois? Pour le coup, je pense que je suis hyper fière de mon parcours pour ça. C'est que j'ai eu beaucoup de difficultés et je les ai traversées, hein. Parce que souvent quand on te dit ouais, essaye de transformer ce que t'as de difficile. Non, en fait, tu passes les moments difficiles, tu pleures. Tu sais, t'as peur, t'es en colère, t'es frustré, mais après, c'est après que tu cherches à transformer le truc. Il faut passer par là. Ouais, en fait, des fois, c'est juste que c'est ton chemin, en fait. Ouais, c'est super important ce que tu dis parce que t'as commencé par dire que t'avais pris confiance en toi. Et en fait, la plupart des gens ne comprennent pas que pour gagner cette confiance en soi, il faut passer par des choses qui nous font peur et qu'on n'a pas forcément envie de faire. Et des choses par lesquelles on se sent peut-être même pas capable de faire aussi. Et c'est comme ça en fait, parce que vu que t'as le dos au mur, vu que t'es conscient des responsabilités que t'as par rapport aux engagements que tu as pris et que tu les fais, même si dans ta tête t'as des blocages, t'as des interprétations, t'as tout ce que tu veux, mais une fois que c'est fait, tu dis purée, en fait c'était pas aussi dramatique, tu vois. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait tu as besoin de... En fait, des fois t'es dans des situations où il faut que tu te révèles. Tu vois, et après tu peux aussi ne pas te révéler, hein. Tu peux aussi ne accepter ce qui se passe. Tu peux... En fait, on a tout le temps une multitude de choix. À chaque seconde, on peut faire plein de choses. Genre là, je peux prendre le micro, le casser par terre, et c'est mon choix, en fait. Mais j'ai pas envie. J'ai envie de répondre à l'interview et je suis là. Et en fait, c'est juste de se dire que... Et ces choix-là, c'est des responsabilités. Et en fonction, du coup, de ce qui va se passer, ouais, mais c'est hyper formateur, en fait, de sortir. J'aime pas, parce que sortir de sa zone de confort, c'est quelque chose qui est dit et redit. Mais en même temps, il y a quelque chose de vrai quand on parle de zone de confort, c'est que des fois, on peut être confortable dans l'inconfort. Parce que on n'a pas envie de braver des peurs qu'on a. Moi, là-bas, j'étais timide, réservée, genre répondre au téléphone. J'étais pas bien. Toquer dans la chambre de mes frères, j'avais mon cœur qui battait. Non pas parce qu'ils étaient imposants, mais c'est juste que j'étais timide. Et après, il a fallu que je parle devant des
des centaines de personnes et fédérer plein de gens dans ma fac et prendre la parole et donc ouais, ça me faisait peur, clairement. Bravo. Bravo Alec, comme on dit. Merci. Est-ce que t'es fier de toi? Franchement, ouais. C'est marrant de dire là comme ça publiquement, mais ouais, je suis fière de moi. T'as mis combien de temps pour te le dire? Ouais, c'est une bonne question. Je saurais pas. Après, c'est peut-être aussi dernièrement où j'ai eu un peu plus de temps pour poser les choses. Ça veut dire que voilà, j'ai une vie étudiante très 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 mouvementée, dynamique. Je faisais mes études, j'étais engagée à côté et je me contentais pas d'un seul engagement. J'étais dans plein d'assauts, donc ça allait très vite. Ça allait très très vite. Et après j'ai fini mes études, j'ai commencé à travailler, j'ai fait face aussi à d'autres problématiques. Et là dernièrement j'ai un peu plus de temps et j'ai réussi à poser les choses et à me rendre compte que ouais, que j'avais fait des bons choix en fait. Après, je sais pas, est-ce qu'un bon ou mauvais choix existe, mais en tout cas, j'étais contente de là où j'étais, dans la position dans laquelle j'étais. Et donc, je dirais, ouais, il y a 1 an. Où ouais. Est-ce que c'est dû à la période du Covid? Confinement, tout ça? Ouais, peut-être. Période du Covid, et puis aussi ce qui m'est arrivé dernièrement professionnellement, en fait. Où là, j'avais aussi un peu plus de maturité. La maturité, ça joue aussi beaucoup. Ça me fait ça quand je vois des personnes qui sont... Bon, j'ai 28 ans, hein, j'ai pas non plus la quarantaine, mais quand je vois des gens qui ont la vingtaine, début vingtaine, et je me vois un peu en eux, hyper impatients, hyper... ouais, ils veulent tout de suite, et en même temps, mais en fait, des fois, t'as besoin de temps et de maturité pour comprendre les choses, et je pense qu'il m'a fallu de la maturité pour me dire que j'étais fière, et pour avoir aussi de l'humilité. Mais là, il faut que je parle de mon expérience pro pour en Justement, parler. c'est une très très belle transition parce que on allait y venir. T'as été t'as été consultante, t'as été cadre, t'as été cadre en tant que chargé de projet. En vrai, je suppose que tout ça on s'en fiche un peu. Ouais, on s'en. Parce que je crois que ça t'a pas forcément apporté quelque chose. En fait, ça m'a apporté, mais je me sentais pas à ma place. Ouais, c'est ça, ouais, je suis d'accord. Et à chaque fois qu'on me disait, Rizlen, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? J'avais la flemme de répondre. Ouais. Donc j'étais consultante, point. J'étais contrôleur interne, point. Me pose pas de questions. Même si, le pire, c'est que c'était dans des grandes boîtes, mais malgré ça, tu te sentais quand même pas à ta place. T'as fait combien de temps tout est pour tout dans ces métiers? Dans ces métiers, j'ai fait 3 ans. 3 ans, ok. 3 ans, 3 ans et demi. Et c'est marrant parce qu'on s'est connus à peu près à ce moment-là. Et le jour où tu me dis c'est bon, je prends le risque, je démissionne. Parce que t'as démissionné, mine de rien. Ça a été un peu plus compliqué que ça, mais j'ai décidé d'arrêter. Ouais. Après, j'ai pas pris le choix de démissionner parce que c'était pas très... Parce que c'était injuste envers moi-même de démissionner. Quand on démissionne, donc moi, pour reprendre, hein, j'étais dans un cabinet de conseil. Il y a un moment, je m'y retrouvais plus du tout. Et j'ai même fait une sorte de burn-out, en fait. Mon corps a dit stop. J'ai eu mon dos qui était bloqué. Et je pense que c'était pas dû au fait qu'il y avait trop de travail, c'est qu'il y avait trop d'injustice, il y a trop de trucs que je comprenais pas. Et mon corps voulait plus aller à cette place-là, c'était pas ma place. Je me sentais pas à ma place. Pourquoi est-ce que je disais ça? Ouais, pourquoi c'était injuste pour moi de démissionner? C'est parce que quand on démissionne, après, on fait face à... On n'a même pas de chômage, on n'a rien. Et il faut retourner dans une autre boîte pour faire la même chose. Et moi, déjà, j'étais fatiguée mentalement. Et surtout, donc en fait, on m'a licenciée pour motif de santé. D'accord. Ok. Ah, je pensais que t'avais démissionné en fait et que t'allais te retrouver un petit peu en galère.
Non. Ok. Non, j'ai décidé de pas me démissionner pour me retrouver en galère, en fait. Parce que au début, c'était ton idée, c'est ce que t'avais derrière la tête aussi. Tu t'es dit, ouais, je vais pas me prendre la tête, j'imagine, et je vais démissionner. Bah ouais, en fait, j'allais démissionner. Je me suis rendu compte. Donc moi, ce qui a fait que j'ai quitté mon dernier emploi, c'est que à l'entretien annuel, on me reprochait des trucs lunaires. Hein. Donc je suis consultante, on me dit mais voilà, tu peins, t'es engagé, en gros t'es pas trop dans les couloirs. Et en fait c'est hyper violent de ton travail au final tu le fais, y a pas de problème, t'as aucun problème avec tes clients, et en fait ce qu'on te reproche c'est ce que t'es. Et on te dit de manière un conseil bienveillant entre guillemets hein, de rentrer dans le moule. Pour moi c'est hyper violent de dire ça. C'était qui? C'était ton N+1, N+2 C'était mon parrain RH. Mais il me disait ça vraiment pour mon bien, en fait. Parce que lui, il se rendait compte que ce que je révélais, et au final, je le révélais pas gratuitement, hein, c'est qu'on me posait des questions sur ma vie et tout, et en gros, ça dérangeait. Et moi, ça a été hyper violent, parce que j'aime pas quand on me dit rentre dans le moule. Et après, j'ai compris que c'était pas ma place, en fait. C'est une opportunité. Tu sais, des fois, on a peur du rejet. Mais ce qui fait le plus peur, ce qui est le plus dérangeant, c'est pas tellement d'être rejeté, c'est de pas être à sa place. Parce que peut-être qu'on peut t'accueillir les bras ouverts à un endroit où tu te sens pas bien. Ou peut-être que t'es dans un endroit où on t'accueille les bras ouverts, mais même pas, t'es dans un endroit où on n'est pas trop content de ta présence, toi t'es pas trop content d'être là, mais tu restes. Je préfère qu'on me dise casse-toi en fait, ou qu'on me dise que j'ai pas ma place, parce qu'au final parfois on prend hyper mal le rejet, mais le rejet ou le fait d'être exclu, c'est peut-être aussi pour te retrouver dans un groupe où tu te sens mieux. Et en fait c'est exactement comme ça que j'ai pris cette opportunité. C'est ok, ma présence ne vous plaît pas totalement, vous préférez être avec quelqu'un d'autre, parce qu'en fait si vous êtes dérangé par ce que je suis, c'est que vous voulez quelqu'un d'autre. Et vous pouvez pas me modeler comme ça, je suis ce que je suis. Et moi, ça m'a fait que encore plus prendre conscience que j'étais pas à ma place. Et ma place, c'était peut-être dans l'entrepreneuriat. C'est un truc que j'avais toujours eu en tête depuis que j'ai 16 ans. C'est des domaines qui sont un peu plus liés à l'humain, liés à l'art, au beau. Et voilà, quoi. Donc c'était une opportunité au final, même si c'était douloureux. Hein. Encore une fois, hein, là je le dis avec le smile et tout, mais moi quand j'ai fait cet entretien, j'en ai pleuré. Pleuré de rage, pleuré de colère, et puis après il y avait un soupçon de tristesse, de se dire qu'en fait les gens ils sont pas vrais, il y a de l'hypocrisie, etc. Mais en fait non, j'ai eu une chance, c'est que cette hypocrisie elle s'est fissurée et ça m'a permis de voir vraiment ce qu'il y avait derrière et de me dire ok, tu prends tes clics et tes claques et tu vas vers des personnes qui te prennent comme t'es et qui font que ce que t'es, c'est une plus-value. Et donc, t'es parti. Et donc, je suis partie, ouais. Et t'as décidé c'est à ce moment précis où t'as commencé à semer la graine entrepreneuriale dans ton cerveau, même si t'avais déjà fait quelques projets en parallèle. Je suppose que notamment l'expérience l'expérience associative t'a peut-être conforté dans cette idée-là. Et donc tu te lances alors. Ouais, du coup, je me lance. Après, comme tu dis, créer une association, c'est de l'entrepreneuriat. Créer un groupe de sport le dimanche matin, c'est de l'entrepreneuriat. En fait, on entreprend. On se dit, on veut créer un mouvement, on y va. Mais là, ouais, je me lance vraiment. Genre vraiment dans le côté aussi business. Et c'est vrai que y a d'autres risques, quoi. Il y a d'autres investissements et d'autres risques. Alors raconte-moi un petit peu où est-ce que tu en es aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as déjà fait en tant qu'entrepreneur et où est-ce que tu en es aujourd'hui? Pour l'instant, on est encore dans la création du projet. Hein. On réfléchit aux prestations, aux offres. Comment est-ce que on a déjà réfléchi à notre concept. On a déjà investi aussi. Donc moi, je me lance dans l'organisation d'événements extérieurs éphémères sous format de pique-nique, mais revisité quoi, très confortable, autour de thématiques qui invitent à l'évasion. L'idée c'est vraiment malgré le Covid, donner quand même l'opportunité aux gens de se retrouver, d'être émerveillés aussi, parce que ouais, j'aime aussi le côté effet waouh, et puis aussi toute l'effervescence qu'il peut y avoir
dans un groupe, c'est quelque chose qui me fascine, l'humain, qui m'a toujours fasciné et du coup là, c'est vraiment le centre de notre projet, donc c'est vraiment cool. Et donc on a réfléchi vraiment à tout le concept, on a commencé à investir et là on réfléchit à la structuration et on va se lancer là dans les semaines qui arrivent, courant mai. Et ça s'appelle comment? Picnic Stories. Picnic Stories. Moi, comment j'ai hâte de tester ça, en tout cas. Ah ouais, trop bien. J'ai hâte que tu testes. De fou, de fou. Mais ça, c'est un truc, c'est un concept que vous avez lancé parce que t'es associé. Mais Ouais. c'est un concept que vous avez décidé de lancer il y a quelques mois à peine. Ouais. Et toi, tu t'as quitté le monde du salariat il y a quelques temps déjà. Ouais, il y a 1 an. Il y a un an. J'ai l'impression que ça fait plus que ça. Il y a un peu plus après parce que ça va bientôt faire 2 ans. Mais j'ai été en arrêt maladie à la fin, etc. Donc on va dire que j'ai quitté le salariat il y a un peu moins d'1 an, donc officiellement. Et j'ai arrêté de travailler dans des grandes entreprises et à venir à la Défense ou dans le coin il y a à peu près ouais, presque 1 an et demi. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période-là? La période où t'arrêtes, donc t'es en arrêt maladie, et la période où tu décides de lancer Picnic Story. Il se passe plein de choses. Il se passe plein de choses parce que je me rends compte que j'ai un peu comme la nature, hein, j'ai horreur du vide. Donc même quand j'étais en arrêt maladie, alors qu'il fallait que je me repose, ben je préparais des projets en fait. J'imaginais. Alors je voulais faire un cabinet de conseil avec une amie autour de l'art et après je me suis pas retrouvée dedans. Donc il a fallu aussi que je prenne mon courage à deux mains et que je dise que finalement je me sentais pas très bien à cette place-là. C'est pas évident, hein, surtout quand on s'associe avec des personnes qu'on aime aussi humainement. Après je voulais lancer un resto. Et après, on connaît très bien la situation sanitaire. Hein. Quand j'ai réveillé cette idée, hein, parce que c'était une idée que j'avais déjà en tête, on était déjà en plein milieu du Covid et on pensait pas que ça allait prendre autant de temps, quoi. Et au fur et à mesure, quand on se rend compte que ça a pas duré plus d'1 an, encore une fois, il fallait faire un choix. Et d'ailleurs, cette idée de resto, je l'avais avec mon associé actuel. On s'est rendu compte que nous, ce qui nous plaisait, c'était pas spécialement le fait de cuisiner pour plusieurs, mais c'était plutôt de créer des ambiances, de créer un cadre de rencontre. Et aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui est possible dans des lieux intérieurs. Et donc, en fait, l'idée de pique-nique extérieur, pour nous, c'était genre exactement ce qu'on voulait. C'était de créer des ambiances où les gens se sentent bien, quoi. Et que ce soit possible au vu du contexte. En fait, tu le dis assez subtilement depuis tout à l'heure, mais déjà, tu fais beaucoup de choses, que ce soit en tant que hobby, mais aussi en tant que de quelque chose de beaucoup plus professionnel. Donc, t'as parlé de peinture. Enfin, t'aimes bien tout ce qui a trait à l'art. Donc, ça va être la peinture, ça va être l'écriture, t'en as parlé aussi un petit peu. Ça va être le chant. Ouais. Et en fait, ce que tu dis pas, mais ce que je sais, c'est que déjà, t'es une personne qui, peut-être malgré elle au début, c'est pas mal challengée. Parce que à cette époque, on se connaissait pas encore. Mais déjà, je t'avais vu une première fois à Dauphine quand t'avais fait un de tes événements. Mais aussi un autre événement où c'était un débat, et je me souviens, je crois que c'était je sais plus où c'était dans une petite salle à Paris, dans une auberge de jeunesse, mais c'était une salle magnifique. Concours d'éloquence. Ouais. Et tu t'es lancé aussi dans le concours d'éloquence. Donc, t'es quelqu'un qui a un lien assez particulier, assez fort avec l'art en général, que ce soit l'art oratoire ou le dessin ou ce que tu veux. Et je me rends compte dans ce que tu dis que tout ce que tu aimes faire, tu fais en sorte d'aller au bout des choses juste pour essayer, pour voir si tu peux quelque part y vivre ou en tout cas passer ta vie dans ça et le transformer ce hobby en quelque chose de plus professionnel. Et est-ce que c'est quelque chose qui a été toujours spontané ou alors tu t'es dit non, c'est bon, le salariat ça m'a tellement saoulé maintenant, en gros j'ai autant de chances d'échouer en faisant quelque chose que je déteste que en faisant quelque chose que j'aime pas.
C'est marrant que t'aies cette vision-là des choses. Et c'est vrai qu'en fait, j'ai beaucoup testé. Et ça n'a pas toujours été à but professionnel. Euh, Parce que l'art, par exemple, je me suis lancée dans la peinture, j'avais un besoin hyper important de m'exprimer, en fait. Mais autrement que par les mots, autrement que par l'écriture. Mes peintures, elles sont très pudiques, même si on s'en rend pas compte parce que je partage des trucs très profonds. Et il y a plein de codes et plein de symboliques que je dévoile pas. mais moi, mon objectif, c'est que les autres aussi s'approprient les choses. Parce que moi, je crois que quand on crée quelque chose avec une intention, avec un état d'esprit, ça se sent de l'autre côté. Ça fait écho chez l'autre et l'autre personne va mettre ses propres mots et son propre vécu. Donc moi, ça veut dire que je peux me connecter avec les autres sans forcément parler totalement de moi. Et je trouvais ça hyper déjà très libérateur et puis aussi très beau parce que du coup moi mes peintures c'était l'objectif c'était de créer du lien et de faire en sorte que de parler d'autres sujets qui sont peut-être plus profonds et dont on n'a pas forcément toujours l'opportunité d'en parler, que ce soit voilà dans les relations interpersonnelles, notre rapport à la spiritualité, notre rapport à l'échec, notre rapport à la dépression ou à la mélancolie ou les relations toxiques ou voilà un peu tous ces sujets. Et pour moi par exemple l'art, je cherchais pas spécialement à ce que ce soit professionnel. J'ai vendu quelques toiles que dernièrement. Bravo, je savais pas ça. Ouais. C'est bien. Ouais, je me suis dit que c'était bien. Déjà, se dire artiste, ça m'a pris du temps de le faire parce que j'ai pas fait d'école d'art. Et puis après, je me suis dit que c'était une étape à passer et aussi, voilà, la majorité de mes toiles, elles sont dans mon grenier. Elles ne vivent pas et c'est cool de pouvoir leur donner une nouvelle vie quand c'est accroché chez les uns les autres parce que ça leur permet de se rappeler de certaines choses. Et puis après, j'ai aussi une amie, par exemple, qui utilise les toiles pour écrire aussi parce elle est dans l'écriture. Donc je trouve ça cool que d'autres personnes puissent se l'approprier et l'action de la vente aussi, c'était quelque chose d'assez symbolique. Ça montre que ça a une valeur aussi, tu vois. Et puis après, ouais, mais par contre, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de tests. Tu sais que moi, j'aime plein de choses. C'est ça qui était compliqué un peu, tu vois. C'était j'aime la cuisine, j'aime les voyages, j'aime l'art, j'aime l'organisation, et des fois des trucs qui ont rien à voir. Donc j'avais besoin de tester en fait. J'avais besoin de tester. Typiquement, j'aime bien le chant, mais je me vois pas être chanteuse. J'aime l'art, j'aime peindre, mais je me vois pas avoir une carrière full artiste. Genre j'aimerais bien faire quelques expos, faire des collaborations avec d'autres artistes, mais ça s'arrête là. Mais parce qu'après j'ai essayé quoi. J'ai essayé et je me suis rendu compte que c'était pas un monde qui me faisait kiffer. En tout cas, moi vraiment le message que j'aime faire passer aux plus jeunes, c'est tester. Parce que en théorie, on pense des fois aimer certaines choses et quand on va sur le terrain et quand on le vit, on n'aime pas totalement. Et je pense qu'il faut être honnête avec soi-même et ça c'est quelque chose que j'essaie de beaucoup exercer. C'est sois honnête. T'aimes ou t'aimes pas. T'es à l'aise ou t'es pas à l'aise. Tu te sens bien ou tu te sens pas bien. Et est-ce que tu te sens pleinement à ta place? Est-ce que tu sens que tu offres le meilleur de toi à ce moment-là ou pas? Et des fois je me dis non. Des fois, je sais que je suis pas à ma place et je sais que d'autres personnes feraient mieux que moi ce que je fais parce qu'ils sont plus animés que moi sur ce sujet et c'est très bien. Et ça me permet à chaque fois tu vois, je butine et puis après je me positionne de plus en plus vers là où je dois être, quoi. On a parlé de beaucoup de choses. Et c'est marrant parce que je vais faire un parallèle avec un homme qui a été joueur de foot et entraîneur. Okay. Si je te dis Arsène Wenger, tu connais? Ouais, je vois sa tête. Tu vois, c'est un grand, il est long, cheveux gris, tête carrée. Club anglais, non? Ouais, exactement. Ouais. Pendant des années, il a fait Arsenal. Ah ouais. Il a coaché Thierry Henry et tout. Et lui, c'est un très grand manager. Et en fait, il est à la fois manager et philosophe quelque part, tu vois. En tout cas, il te lâche des punchlines. Je t'enverrai une conférence qu'il a fait, qui est extraordinaire. Et j'ai noté quelques
quelques punchlines de lui. J'aurais pu en noter beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, mais il nous aurait fallu au moins 3-4 heures, tu vois, pour pour échanger. Mais dans ton parcours, en fait, ce qui est fou, c'est que on ressent le côté managérial un peu de toi et ta vie. Et lui, il explique très bien. Par exemple, il fait le parallèle, enfin, il explique son boulot d'entraîneur. Et il dit que justement, un entraîneur, c'est un guide, c'est quelqu'un qui dit à ses joueurs, si vous voulez gagner, moi, je peux vous aider. Et ça peut rappeler à certains moments de ta vie quand tu rencontres des gens, ou que ce soit même tes proches ou des amis ou des collègues de travail, même si toi ça a été un peu le cas, mais d'une manière assez différente, c'est-à-dire que les gens te montraient plus ce qu'il fallait pas faire, ce que tu voulais pas devenir que l'inverse, tu vois. Il dit aussi que un coach c'est quelqu'un qui a un concept clair pour lequel il est prêt à se battre, mais de temps en temps, il faut qu'il jette son concept à la poubelle. Parce que les situations humaines changent très 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 vite. Il faut qu'il soit à la fois extraordinairement résistant au stress et capable de prendre des décisions très très dures. Ce qu'il faut savoir, c'est que priver un joueur de match, c'est le mettre au chômage sans couper les liens avec lui. Et ça, en fait, là où il est très très fort, c'est que, là où ça me fait penser à toi, c'est que à des moments très stratégiques de ta vie, t'as pris des grosses décisions. C'est-à-dire le moment où t'arrives à la fac, t'es une des seules femmes voilées qu'on regarde et qu'on juge, et ben au lieu de te faire petite, ben, tu crées un assaut, tu vois. Euh, quand quand tu te rends compte à peine au bout de 3 ans de travail, de salariat, tu prends la décision de quitter ton travail pour te lancer dans un nouveau bain parce que t'étais pas aligné avec les valeurs des entreprises et ce qu'on voulait te faire faire. Et c'est tout ce genre de choses en fait, tu vois, qui me fait penser à ce genre de punchline. Et, euh, et justement, il dit juste après que tu dois créer du lien avec les nouveaux joueurs parce qu'un vestiaire c'est la jungle. Il y a des joueurs qui manquent de carrière parce qu'ils n'ont pas la force de s'imposer dans le vestiaire. Et c'est un petit peu la transition entre le salariat et le monde de l'entrepreneuriat, tu vois. Parce que là, t'arrives avec ton projet, mais si aujourd'hui ce projet-là, il est en train de naître, c'est parce que t'es passé par plein de petites choses avant, une période assez charnière. Et là, aujourd'hui, tu te retrouves concrètement dans le salariat parce que tu vas te lancer, parce que tu te fais accompagner, parce que tu te rends compte que dans ton accompagnement, t'as plusieurs individus différents avec des caractères différents. Donc c'est ça la jungle aussi, c'est l'entrepreneuriat, tu vois. Et je terminerai aussi avec la phase où il dit qu'il détecte les points forts de ses joueurs parce que il fait en sorte de pas se concentrer sur les points faibles parce que tout le monde a des points faibles. Et le meilleur moyen d'évoluer, c'est de se concentrer sur ses points forts. Et et que c'est comme ça qu'on construit une carrière et qu'évidemment plus le sport avance dans le temps et plus il faut que tu réduises les trous dans ce sport-là, sous-entendu les points faibles, tu vois. Et encore une fois, c'est ce chemin sur lequel tu te diriges aussi. Qu'est-ce que tu penses de tout ce que j'ai dit? Est-ce que tu es plutôt d'accord ou pas? Ouais, je trouve que c'est hyper intéressant et je suis d'accord. Ouais. Et je savais pas qu'il avait cet aspect hyper philosophique. Moi, je le vois que énervé sur le terrain. Mais c'est vrai que ouais, il y a tout ça, ouais. Il y a et surtout la fin, moi, qui a beaucoup capté mon attention, c'est se focaliser sur ses forces. Parce qu'en fait, chaque trait de notre caractère peut être une force et une faiblesse. Tu vois, genre moi, je suis une hypersensible. Moi, on m'a d'abord catégorisé comme étant quelqu'un de faible ou tu vois comme si l'hypersensibilité c'était de la faiblesse alors qu'en fait c'est une force de ouf. Ouais, je pleure facilement. Mais est-ce que ça veut dire que je vais me mettre dans un coin et pas faire face au monde? Non. Bien sûr. Et cette hypersensibilité, elle me donne une force de ouf, elle me donne des compétences aussi dans le fait de détecter.
Moi, je sais que, comme il dit, il repère les points forts. Moi, des fois, je vois des gens et je vois en quoi ils sont forts. Ils se rendent pas compte, mais je vois leurs compétences, en fait. Et je vois aussi parfois leurs faiblesses, ou je vois parfois aussi leurs défauts. Mais j'ai pas envie de me focaliser dessus parce que on a tous nos défauts. Et c'est aussi souvent ce qui fait, ce que ça fait aussi notre force. Donc, ouais, je suis entièrement d'accord avec lui, ouais, là-dessus. Super. Mais écoute, j'ai envie de terminer avec une dernière question que tu connais. Peut-être pas. Ah, c'est-à-dire que t'as pas écouté mes podcasts jusqu'au bout. Ah, peut-être que j'ai pas retenu. Mince. Non, c'est, si tu connais les nègres marrons, du coup, si tu devais faire le bilan. Le bilan de ma vie? Le bilan de ce que tu veux. Mais ouais, effectivement, de ta vie, de tes 10 dernières années, de tes 2 dernières années, de ce que tu veux. Mais avec du recul. Je réfléchis, c'est une question profonde. En fait, si je devais faire le bilan de ce que j'ai appris, parce que faire le bilan de ma vie, ouais, j'attendrais j'attendrais la fin peut-être pour le faire, mais c'est d'être en mouvement, en fait. D'être en mouvement. Avancer, et croire en soi, et s'aimer, vraiment. Parce que j'ai appris à m'aimer aussi, et c'est une force incroyable. Parce que ça te permet d'être courageux aussi. Typiquement, le fait de quitter un monde dans lequel on se sent pas bien, c'est de l'amour pour soi-même. Souvent, quand on parle de self-care, le fait de prendre soin de soi, on imagine des bains avec des pétales de rose et des bougies. C'est pas que ça. Il y a de ça, c'est plaisant, mais il y a pas que de ça. C'est aussi de se séparer de ce qui nous fait mal, de là où on n'a pas, d'être courageux aussi, de faire face à des questions qui sont difficiles. On reste, on part, on se lie d'amitié avec cette personne-là, ou on coupe, et de se, comme on dit en anglais, you put yourself first. Tu te mets c'est toi en premier, et c'est pas un truc égoïste. C'est parce que quand tu te priorises, tu offres le meilleur aussi aux autres. Et quand tu dis oui, c'est un vrai oui. Et quand tu dis on va là-bas, on va là-bas. Et j'y vais avec mon corps et avec mon âme et avec mon cœur. Et c'est pour ça aujourd'hui, j'en fais mes guides, en fait. Même mon corps, pour moi, c'est un guide. Tu vois, genre, si je me sens mal, si je sais qu'il me dit quelque chose, mon cœur me dit quelque chose, mon âme me dit quelque chose. Et c'est eux qui j'écoute, et c'est plus les autres, les gens qui te disent, ouais, non, mais reste, cette fac, c'est la meilleure, cette entreprise, c'est la meilleure, il faut que tu sois directrice, il faut que tu sois associée, il faut que tu sois... Non, en fait, c'est pas ce que mon corps, mon âme et mon cœur veut. Et donc, du coup, merci, mais non merci. Ces gens-là, ils disent ça peut-être pour notre bien, mais ils sont pas nous. Et du coup, vraiment, c'est de s'écouter, en fait. Pour moi, le bilan de tout ce que j'ai pu apprendre ces dernières années, c'est de s'écouter, et c'est aussi de laisser la vie nous traverser, ou de nous traverser la vie. Mais il y a quelque chose, des fois, qu'on contrôle pas, et surtout en ce moment, voilà, la crise sanitaire, moi, je suis entrepreneuse, et ouais, ça met des fois des barrières, des gros stops, des trucs qu'on doit décaler, mais j'accepte parce que ça fait partie de la vie, et parce qu'on doit traverser ça tous ensemble, tu vois. Merci beaucoup, Rizlène. C'était un plaisir. Merci à toi, c'était vraiment, c'était cool. Ouais, plaisir partagé, c'était lourd. Et voilà, terminé. Encore une fois, merci à toi qui écoutes, qui me donne de la force et qui me donne des retours. Merci pour les retours sur Apple Podcast. Pour moi, c'est important de vous partager ce genre de parcours, parce que l'idée, c'est pas seulement de montrer des success stories. Loin de là même. Pour moi, il est vraiment important de te montrer que tout n'est qu'étape. C'est des moments de ta vie qui te construisent. Si tu arrives à relever les défis, tu pourras aller loin. Et pour moi, il est là le message. J'espère que tu auras apprécié, et n'hésite pas à me faire des retours. Je suis preneur comme d'habitude.